Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Mon cher Aurélien, je viens de voir le nouveau film de Richard Linklater, Nouvelle Vague. C'est un film qui, je dois le dire, est loin d'être dégueulasse. En vrai, les 20 premières minutes sont une purge. J'ai cru que ça allait être un enfer, alors que le film ne fait que 1h40, mais ça allait durer en ressenti plutôt 4 heures. Ça met vraiment du temps à s'installer et c'est extrêmement artificiel, en fait, comme reconstitution d'époque. On passe beaucoup de temps avec des personnages ultra secondaires, juste pour dire, bah oui, c'est dans le décor, c'est des personnages célèbres. Mais le tournage de À bout de souffle commence, il y a un truc un peu magique qui se crée, qui est que le personnage Jean-Luc Godard veut faire un film comme personne d'autre avant. Et donc c'est assez quand même jubilatoire de voir qui dit à la script qu'il en a à foutre s'il y a une tasse qui a changé dans le champ. Il dit à la maquilleuse, non, en fait, ma star hollywoodienne, elle va pas être maquillée. Et je trouve qu'il y a quand même un plaisir vraiment premier de spectateur à voir la machine industrielle du cinéma un peu comme ça se heurter à l'espèce de envie quasi philosophe de liberté de Jean-Luc Godard. Et ensuite, je pense que nous, en tant que cinéastes amateurs qui ont fait des films, des courts-métrages pour un long avec les moyens du bord, on est quand même assez sensible à cette énergie-là du film guérilla ou du film qui s'écrit comme il se tourne ou qui en tout cas prend les contraintes du réel à bras-le-corps pour faire sa matière première. Et je pense que ça serait quand même cool que tu le vois parce que il y aurait matière, je pense, à parler à la fois de cette époque où peut-être plus de choses étaient permises ou en tout cas il y avait encore des manœuvres sur la façon de faire et puis comment nous peut-être aussi on a essayé de notre manière avec d'autres évolutions techniques, d'autres ambitions avec pas du tout le même destin évidemment, mais je trouve ça drôle d'imaginer en parler avec toi. Donc si jamais ça te convainc, je sais que tu avais beaucoup de réserves en voyant la mise en scène de la bande-annonce, et si ça te convainc, ce sera avec plaisir d'en parler avec toi. Yo Mister C, je sors tout juste de Nouvelle Vague et je crois bien que j'ai pas autant détesté que ce que je pensais. Je dirais même plus, le film est plutôt agréable. Ah, c'est intéressant ça. Alors, avant peut-être de discuter du film, pourquoi t'y allais avec les fourches ? Pourquoi tu pensais détester ? En fait, moi, c'est surtout les premières images de la bande-annonce qui m'ont fait un petit peu peur. Quand j'ai vu ce noir et blanc, en fait, je me suis projeté dans un film qui se positionnerait dans une forme de fascination pour cette période, en essayant d'aller reconstituer l'esthétique du début de la nouvelle vague. Et j'ai immédiatement pensé à ces défilés de Fashion Week, tu vois, où on va reproduire des décors parisiens comme ça, dans une forme de fascination bourgeoise, en fait, pour un Paris fantasmé. Et j'ai cru que le film ne serait que ça. C'est un petit peu ce qu'il est par certains aspects, mais pas uniquement. En fait, Richard Linklater choisit l'angle de la comédie, en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant. Il tourne pas mal en dérision, Godard. Et puis, le film est très bavard. Et tu vois, les personnages comme ça assènent beaucoup de sentences, de citations intellectuelles, d'aphorismes, tu vois, qui viendraient un petit peu résumer la pensée de l'époque. Et en fait, à chaque fois, il tourne en dérision un petit peu cette position, cette posture très intello. Donc, j'étais quand même assez soulagé à ce niveau-là, puisque même si on est dans une forme de fascination pour la représentation formelle de l'époque, il arrive en fait à faire un petit pas de côté avec le ton comique qu'il y a tout au long du film. Bon, je résume brièvement, Nouvelle Vague va mettre en scène les coulisses du tournage du premier long métrage de Godard, À bout de souffle. Il va tendre à encapsuler un petit peu cette période qui marque le début du mouvement de la Nouvelle Vague. Période au cours de laquelle les critiques des cahiers du cinéma sont quasiment tous intégralement passés à la réalisation. Et il ne reste plus que Jean-Luc Godard qui trépigne d'impatience à l'idée de faire ses preuves et de réaliser son premier long. Donc voilà, on est dans ce contexte culturel
artistique, intellectuelle, d'ébullition en fait, qui marque vraiment une rupture dans le cinéma français, puisque c'est vraiment ça. La nouvelle vague, ce sont des cinéastes d'abord passés par la critique et qui ont tous collectivement plus ou moins fustigé en fait ce qu'on a appelé le cinéma à la papa, le cinéma des studios très institutionnalisé et dans l'idée de venir un peu casser les codes du cinéma et de proposer un vent de liberté sur la création artistique. Donc, Nouvelle Vague tend vraiment à capter cette effervescence intellectuelle. Comme tu l'as dit, le film commence d'abord dans la rédaction des cahiers du cinéma. On a toute cette galerie de personnages en fait qui peuplent cette période. Oui, il y a vraiment une galerie de personnages assez impressionnante au début et même je trouve que c'était assez difficile de rentrer dans le film parce que on passe peut-être une bonne demi-heure à installer le climat de l'époque par toutes les célébrités de l'époque, d'ailleurs qui parfois ne sont plus des célébrités aujourd'hui. Moi, j'ai reconnu des noms de cinéastes comme Chabrol, Rossellini, etc. Et par contre, il y a des noms que j'ai complètement oubliés. Donc ça peut être intéressant pour une question d'histoire du cinéma de rappeler ces noms, mais parfois juste c'est des figurants. On dit oh t'as vu là-bas il y a machin et il y a l'acteur qui regarde la caméra dans l'objectif et il y a son nom qui s'affiche. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très poussif, très long, presque en fait inutile aussi pour le on va dire l'histoire du film. Et tout ça avec des scènes assez pénibles où on est sur des dialogues très écrits, pas du tout spontanés. Mais peut-être c'était aussi une façon pour marquer la rupture qu'a pu être à bout de souffle, de dire même des films réalisés par les critiques des cahiers du cinéma étaient encore dans une forme d'académisme. C'était l'époque qui voulait ça, puisque voilà, Truffaut et compagnie écrivaient leurs scénarios, faisaient apprendre des textes à leurs comédiens et comédiennes. Et finalement, c'est Godard qui va essayer de proposer une nouvelle méthode un peu en rupture avec cette idée que le scénario doit être écrit de A à Z et ensuite on le tourne de manière presque militaire. Donc je comprends théoriquement l'intérêt de faire une première partie un peu poussive et académique, mais moi je me suis dit oh là là, où va le film? Donc heureusement au bout d'une demi-heure ça change, mais cette première partie est extrêmement difficile. Après je dirais pas que c'est un biopic, je pense que c'est un film un peu sur un réalisateur, voire la bande qu'il a réussi à monter autour pour faire son film. Et quand ça me rend plus sympathique que si ça avait été la vie de Godard, de sa naissance à sa mort, ce que souvent je trouve imbuvable. Donc j'étais quand même plutôt content qu'on soit sur un temps une chronologie assez courte. Et sinon, le film, moi, je trouve par moments amusant, mais je sais pas si c'est une comédie quand même. Je pense que c'est un peu difficile de le mettre dans une case. Et je sais pas aussi à quel point pour voir le film ou pour donner envie de voir le film, il faut parler, donner du lore, donner de l'exposition sur ce que c'est que cette époque et ce que c'est que les cahiers du cinéma et ce que c'est que cette nouvelle génération de cinéastes. Et comme je ne sais pas s'il faut aussi expliquer davantage qui est Linklater, parce que c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir confié ce projet à un cinéaste comme Linklater. Donc je sais pas, est-ce que toi tu te lancerais dans quel est ton rapport au cinéma de Linklater, peut-être pour commencer ? Déjà, avant de parler de Linklater, je crois que déjà tu poses une question intéressante, c'est la question de la cible. À qui s'adresse le film ? Moi, je me suis posé plusieurs fois la question, parce que j'ai l'impression que, a priori, moi, je suis au cœur de la cible, cinéphile. Je connais un petit peu cette période de la nouvelle vague. Je l'aime bien. Comme tu l'as dit au début, j'ai réalisé des films dans ce contexte un petit peu de cinéma guérilla. Donc, il y a tout un lore qui me parle. Et en même temps, il y a un petit côté, on est entre nous et on va parler d'un truc qui nous fait plaisir, nous, les cinéphiles. Et tu vois, cette manière dont les différents acteurs de cette époque sont présentés, ça vient totalement souligner cette idée, tu vois, de club où on se fait des clins d'œil, puisque tu l'as bien dit, t'as certaines personnalités qui apparaissent juste en figuration et on te fait ce clin d'œil. Tiens, regarde, dans le coin, il y a machin.
comme ça, comme une espèce d'easter egg un petit peu, de pop culture un petit peu intello, parisienne, bobo, voilà, tu vois. Et je me dis, comment une personne qui n'est pas du tout familière avec ce milieu-là pourrait le recevoir? J'ai l'impression qu'elle pourrait se sentir un petit peu exclue de cet entre-soi un petit peu intello. Et en temps normal, moi, tu vois, j'aime assez bien les films qui parlent de cinéma, ou qui se passe dans le milieu du cinéma. Et pour le coup, tout au long de Nouvelle Vague, je me désintéresse un petit peu de ce qui est raconté parce que je trouve que c'est un petit peu cliché. On l'a déjà vu pas mal de fois. Et je trouve que ça a été souvent mieux fait. Moi, tu vois, si j'ai envie de voir un film qui parle des coulisses d'un tournage à cette époque-là, j'ai plutôt envie de revoir La Nuit américaine de Truffaut, tu vois, que je trouve vraiment mieux fait par plein d'aspects et qui, pour le coup, se fait au moment même de l'époque qu'il tend à décrire, tu vois. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté film nostalgique d'un vieux réalisateur qui fait ce film un peu pour se faire un gros kiff. J'ai un peu la sensation de voir un film d'étudiant en cinéma, mais qui a les moyens de ses ambitions et les moyens de réaliser en fait ce gros kiff cinéphile. Tous les problèmes que tu cites, ils sont là, et en même temps, je pense qu'aucun d'entre eux n'est la faute de Linklater, le réalisateur, en tant que tel, au sens où déjà c'est une commande, c'est un scénario écrit à 4 mains, il me semble, avec notamment des personnes qui sont à la production en France, et il y a notamment une personne dont je sais plus le nom, qui est aussi contemporaine de Godard et qui a été parmi les proches de Godard. Donc ce côté on est entre nous, on se fait plaisir, on sait pas trop à qui on parle. Je pense que le problème numéro 1, c'est ça, c'est dire c'est pas un projet que Linklater a eu, on est venu le chercher pour réaliser ce fantasme peut-être d'une petite bande vieillissante qui se disait mais voilà, que reste-t-il de cet héritage-là, et que sans doute Godard, s'il avait dû faire le film, il l'aurait pas du tout fait comme ça. Donc c'est aussi à quel point parfois les fidèles les plus acharnés déforment le message originel. Et je pense que là, c'est un bon cas d'école. Et je pense aussi que l'autre gros problème de ce film, c'est que c'est en langue française et que Linklater, il parle pas couramment français et que donc, il pouvait pas vraiment bien diriger les comédiens et aussi avoir une sorte de rythmique au montage, de comprendre quand il fallait couper, quand il fallait peut-être prendre une autre prise où la personne s'exprimait un peu différemment, ce qui donne un film complètement à côté de la plaque sur le côté direction d'acteur et tempo. Donc tout ça, c'est pas la faute de Linklater en fait. Je pense que c'est l'idée même du film qui est questionnable. Je comprends, et en même temps, je trouve que si tu regardes un film de la Nouvelle Vague, il y a quand même souvent un truc autour du jeu des comédiens qui n'ont pas la même diction qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on peut se retrouver en fait dans des trucs qui ressemblent finalement, je trouve, à ce qu'on a là dans ce film, dans Nouvelle Vague. La dernière fois, je me suis refait La Maman et la Putain là, de Jean Eustache. Bon, voilà, le film est génial, tout ce qu'on veut, mythique. Il y a certaines répliques qui sonnent un petit peu comme ça. Hein. Et puis même, moi, de manière générale, qu'on soit dans des modes de représentation un peu différentes, ça me dérange pas du tout. Il y a souvent des films qui prennent en fait ce parti pris de pas être dans un jeu naturaliste et qui vont avoir parfois ce ton, cette diction qui peut parfois se rapprocher un peu de la théâtralité ou je sais pas, de trucs comme ça. Et c'est un pacte que tu passes dès le début du film. Donc tu vois, ça c'est vraiment un des derniers trucs que je pourrais reprocher au film. Parce que même si je le comprends, ce que tu dis, je trouve que tout le monde est plutôt très bon. Enfin, tous les comédiens sont plutôt très bons dans le film. On est d'accord que les comédiens, ils sont bons. C'est juste que il y a comme un manque de tempo. C'est pas forcément la diction au sens du phrasé qui me dérange. C'est plutôt savoir quand accélérer, quand ralentir. Là, j'ai l'impression que il manque le phrasé un peu naturel, même de l'époque en fait. Mais quand je vois les autres films de Linklater en anglais, ça coule parce qu'aussi il y a plus d'improvisation. Je pense aussi le fait que, je sais pas s'il est toujours à l'écriture de ses scénarios ou que parfois il réalise, mais moi j'ai l'impression quand même que sa méthode pour faire sortir du dialogue, c'est pas d'écrire des dialogues à l'avance et de les faire valider par la prod quoi. Et là, je ressens plus en fait ce côté, chaque mot doit presque être une réplique qu'on aurait entendue soit dans un autre film, soit une citation d'un livre, soit une citation d'une interview de Godard.
Donc moi je trouve qu'effectivement les comédiens ils s'en sortent très bien, que justement le comédien qui incarne Godard, il limite mais sans tomber non plus dans la caricature, et que c'est un exercice assez périlleux, parce que moi-même tu sais que je suis assez tenté de faire des imitations de Jean-Luc Godard, mais que voilà, moi je sais que c'est complètement guignol, alors que lui il y arrive de manière beaucoup plus fine et que du coup ça dépasse justement la caricature et ça devient plutôt une véritable incarnation. Mais ce que je sens, c'est voilà le réalisateur qui est incapable de savoir en fait quand rendre un feedback aux comédiens. Ce sont des bons comédiens, ils sont bien castés, mais pour moi ils sont mal dirigés à cause de cette langue qui n'est pas maîtrisée par le réalisateur. Et sinon, pour revenir sur la carrière de Linklater, écoute, moi, je la connais de manière un petit peu parcellaire. J'ai surtout vu sa trilogie Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Et pour le coup, je vois en quoi un cinéaste comme Linklater a pu être influencé par la nouvelle vague, surtout dans ce premier opus là, Before Sunrise. Il y a vraiment quelque chose autour de cette romance entre Ethan Hawke et Julie Delpy, et puis cette trilogie qui est menée sur 3 décennies, je crois que c'est à peu près ça. Elle peut rappeler le travail de Truffaut avec Jean-Pierre Léaud, à suivre le personnage fictif d'Anton Douanel sur plusieurs générations, enfin non pas sur plusieurs générations, mais sur toutes les étapes de sa vie. Et c'est un procédé qui va reproduire dans Boyhood, qu'il a tourné sur 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vois en fait cette filiation avec la nouvelle vague dans la mise en place de dispositifs cinématographiques un peu expérimentaux. Et du coup, le choix de Linklater pour réaliser ce film, je le trouve finalement pas si étonnant, parce qu'on peut trouver comme ça des ponts dans son cinéma. Et en vrai, ma connaissance de la filmo de Linklater, je crois qu'elle s'arrête à peu près là, tu vois. Je pense que j'ai vu quelques-uns de ses films un peu plus mainstream, comme Rock Academy, tu vois, des trucs comme ça. Mais après, je pense pas que je pourrais vraiment parler ou résumer un petit peu l'essence de son cinéma. Moi, Linklater, c'est un cinéaste que j'apprécie souvent et qui a un peu 2 branches à sa cinématographie, selon moi. Il y a celle, donc, t'as rappelé, qui est assez naturaliste, qui va, comme Boyhood, faire un film sur 20 ans, ou la série Before Sunset, Midnight et je sais plus lequel, Sunrise, où là il va dilater le temps d'une journée ou de 2 pour dire comment un couple va réussir à se croiser, à s'aimer ou pas. Et il va avoir un pan moins naturaliste et beaucoup plus formaliste, avec des expérimentations visuelles comme notamment 2 films que j'aime beaucoup et que je cite souvent, qui sont Waking Life et Scanner Darkly, qui du coup sont des films en rotoscopie où il filme une partie de l'action et après il va dessiner, repeindre par-dessus pour donner une patine dessin animé et en même temps un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire que c'est un dessin animé qui a un côté un petit peu psychédélique par certains aspects, parce que le trait il est pas très affirmé, il bouge, il est pas très régulier. Il a aussi refait ça récemment pour Netflix avec Apollo 11,5, qui est un film assez sympathique mais un peu moins réussi que les 2 précédents dans cette série, on va dire, de films en rotoscopie. Donc moi je pense que c'est un cinéaste qui tente des choses. Après il tourne beaucoup, donc il est probable aussi qu'il y ait des projets qu'il investit moins, qu'il ait moins le temps de mûrir, de réfléchir. Peut-être que là c'est clairement un projet alimentaire, pour le dire vulgairement. Mais je pense quand même qu'il y a dans la veine naturaliste de son travail des affinités particulières avec la nouvelle vague et ce début de carrière de Jean-Luc Godard, qui cherche quand même à capturer un peu l'esprit d'une époque, en étant pas sur du documentaire, mais sur, comme il le dit dans le film, le personnage de Jean-Luc Godard, c'est un documentaire sur Belmondo et Jane Seberg qui tournent à bout de souffle. Et je crois que ça, Linklater, ça l'intéresse pas mal pour essayer de capter des moments de vie qui sont un peu des sortes de diamants bruts. Il y a un film qui m'avait beaucoup frappé de cette veine naturaliste de Richard Linklater, qui s'appelle Everybody Wants Some, qui est en gros l'histoire de jeunes étudiants qui intègrent la fac. Et donc c'est la première année qui alterne entre cours, bizutage, soirées complètement délurées. Et donc c'est un vrai film choral où finalement ce qui l'intéresse, c'est comprendre ce que cherchent les gens dans ces endroits sociaux un peu bizarres que sont les dortoirs, les résidences étudiantes, etc.
Et je retrouve un peu de cette énergie-là dans le film Nouvelle Vague. Et je trouve un peu le côté film de bande, quoi, autour de la figure de Jean-Luc Godard. Pas dans la première partie qui fait trop image Panini, mais plus sur le tournage avec sa relation avec les acteurs, avec les techniciens, avec le producteur. Moi, il y a un moment où le film m'emporte quand même. C'est le moment où j'ai l'impression où l'équipe part un peu dans le délire du personnage Jean-Luc Godard, c'est-à-dire se dit c'est le bordel, mais on va s'amuser. Et là, on retrouve un peu l'énergie de Everybody Wants Some, où c'est le chaos, mais parfois il y a des moments de vie qui sont juste comment on peut s'en amuser, comment on peut prendre du plaisir dans ces moments-là. Et je pense que ce qui l'intéresse, c'est mettre en place des situations où cette joie est un peu communicative. Et je pense que c'est aussi ça qui donne un peu la banane quand tu vois le film, malgré tous ses défauts. Même si tout ce passage-là du tournage que tu as bien décrit est assez plaisant, ça tourne vite en boucle, la structure se répète un petit peu. Je trouve que le film est très très long et qu'il passe beaucoup de temps sur le tournage. À un moment donné, on a l'impression qu'on y a passé vraiment déjà un certain temps et en fait, on t'annonce qu'on est à peine au 5e jour de tournage. Et par opposition, la séquence de montage dure à peine une scène. En fait, une scène à travers laquelle Godard va expliquer ses partis pris techniques à ses monteuses et on va en rester là. Alors que, selon moi, le cœur du cinéma de Godard, il se passe pas uniquement sur le tournage, même au contraire, j'ai l'impression que Godard, c'est quelqu'un qui va beaucoup expérimenté au niveau du montage et je trouve que ça interroge. J'ai l'impression que le film en fait passe à côté de ce qu'il entend analyser en fait. Je crois que le film essaye de capter le génie de Godard entre guillemets. En fait, ce génie, il se résume à des tentatives de briser les codes, mais un peu comme un sale gosse qui voudrait, juste par provocation, faire des choses interdites. Alors certes, quand on voit À bout de souffle, c'est vraiment un film de sale gosse, et on le voit se comporter un petit peu en sale gosse sur le tournage. Mais c'est une attitude qui est aussi un peu tournée en dérision. Donc je sais pas, je m'interroge. Je m'interroge vraiment sur ce que essaye de raconter le film. Qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Et je crois que ça dépasse pas tellement un petit plaisir de cinéphile à reconstituer une époque qui exprime une forme de nostalgie un petit peu moribonde, je trouve. En fait, non, c'est pas du tout ça, je me suis trompé. Le film essaye pas du tout de capter le processus créatif de Godard, sa manière de travailler. En fait, même sa manière de tourner en dérision, tout ça montre bien qu'il en a un peu rien à foutre de ça. Ce qui l'intéresse, le réal, c'est d'aller filmer les coulisses d'un film légendaire. Ce que veut faire Linklater, c'est de filmer la légende derrière le film. Et moi, ce qui me gêne, c'est que le film a en permanence conscience de filmer cette légende. D'ailleurs, avant même de partir sur le tournage, tu vois, tu as une phrase de Godard qui sort à son producteur, ils veulent la nouvelle vague, on va leur donner un raz-de-marée. Voilà, tu vois, c'est ça. On passe son temps à avoir conscience de cette légende qu'on est en train de raconter. Et ça, en fait, moi, ça a tendance un petit peu à m'agacer. Tu passes ton temps à voir des gens qui ont conscience d'être déjà des icônes pop. Ils n'incarnent pas des personnages, ils incarnent tous des icônes. Le mimétisme est assez bien fait. L'acteur qui incarne Belmondo ressemble à Belmondo. Il joue avec la diction qu'on connaît de Belmondo à travers ses films. Donc, il y a cette volonté, en fait, de faire un film un petit peu pastiche de la nouvelle vague. Et ce côté pastiche, moi, il m'a rappelé un petit peu le film qu'avait fait Hazanavicius il y a quelques années sur Godard, Le Redoutable. Et pour le coup, le film pastiche, c'est vraiment un genre que maîtrise Hazanavicius. Et je trouve que de ce point de vue-là, le film d'Hazanavicius allait beaucoup plus loin dans les codes formels qu'il reprenait à Godard pour aller raconter autre chose, pour se moquer un petit peu de cette icône pop qu'est Godard et de la position qu'il tient dans le cinéma français et mondial. Et bizarrement, je me suis rendu compte que Linklater s'inscrivait un petit peu dans cette démarche de pastiche, mais je trouve que par bien des aspects, en fait, Hazanavicius le réussissait beaucoup mieux que ce que fait Linklater là dans Nouvelle Vague. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Je pense pas que ce soit un pastiche qu'a réalisé Linklater. Je pense que c'est un film amusé, mais pas du tout en voulant reprendre les codes, la forme des films de Jean-Luc Godard. Ok, il y a le noir et blanc, mais ça encore, c'est peut-être quelque chose qui lui a été, je dirais pas imposé, mais
voilà, avec lequel il a peut-être eu un compromis. Mais moi, ce qui me reste du film de Linklater, c'est de voir finalement un personnage qui est déjà doute quand même, parce que Godard, certes, il a des grandes phrases, des aphorismes, mais il est aussi en permanence en train de dire, bah là, je sais pas, je suis bloqué, j'ai pas d'inspiration. On se voit demain, fin de tournage, avant même que c'est commencé. Et puis surtout, moi, ce que je retiens, c'est à quel point, en fait, ça vient questionner le processus industriel du film qui s'était déjà stabilisé à l'époque, qu'il est encore plus aujourd'hui, où t'écris un scénario, tu fais valider, ensuite les acteurs apprennent par cœur leur texte, la script, elle sait exactement quel objet, quel costume il doit y avoir dans quelle pièce et à quelle scène. Et en fait, tout ça, ça dévitalise l'énergie créatrice je voudrais faire un film comme on écrit un livre, c'est-à-dire selon l'inspiration, selon des critères qui échappent en fait à cette volonté de contrôle qu'est la machine industrielle du cinéma. Et moi, je pense que c'est surtout ça qui intéresse Linklater, c'est de montrer que d'autres façons de faire des films est possible, que c'est comme ça aussi qu'il a commencé à faire des films guérilla, zéro budget, tourner avec ses potes, sans autorisation, et que c'est surtout ça qu'il a envie de célébrer. Et pour moi, c'est pas un pastiche, c'est juste de dire, regardez ce qu'on a pu faire à un moment donné et qu'on a un peu oublié parce qu'on s'est fait rattraper par des grosses machines que sont les producteurs, les diffuseurs. Et d'une certaine manière, il est dans ses contradictions, puisqu'il accepte la commande de faire un film, on va dire, qui va encenser Godard et la nouvelle vague, avec des contraintes industrielles, là où peut-être il aurait dû faire un film sur la nouvelle vague comme finalement il avait fait un film il y a 30 ans avec ses potes et sans argent. Et c'est peut-être ça le premier reproche qu'on peut lui faire. Mais je trouve que quand même il reste l'énergie de regarder ce que ça pourrait être un film si juste on se marrait en fait. En fait, pour moi, estimer que le film est un pastiche, c'est prêter au réalisateur des intentions presque plus intellectuelles que je pense qu'il a quand il aborde un projet de film. À mon avis, c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'aspect un peu quotidien, banal du réel, en tout cas dans sa veine naturaliste. Même dans sa veine formaliste avec ses expériences autour de la rotoscopie, en fait, il va s'intéresser à des détails, quoi. On va dire que Scanner Darkly avec Keanu Reeves qui sort de Matrix et qui joue dans une adaptation de Philippe K. Dick, ça pourrait partir dans tous les sens. Et pourtant, en fait, l'essentiel de la narration, c'est qu'il est en coloc avec Robert Downey Jr. Qui est complètement parano il va s'intéresser au bordel dans la coloc, il va s'intéresser à comment ils gèrent leurs symptômes de paranoïa les uns les autres, mais de manière très simple, quoi, comme si ce qu'il voulait, c'était presque poser une caméra de manière documentaire et suivre le quotidien de ces personnes-là. Donc ouais, je pense que ce qui l'intéresse, c'est pas du tout de faire le pastiche, c'est-à-dire de prendre une forme, en lister un peu les codes, et ensuite de les appliquer en les tordant dans le but de faire rire. Je pense qu'il se dit, ok, on me propose ce projet, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce projet ? Finalement, ça va être le quotidien d'une équipe, d'une situation un peu originale, qui est déjà un tournage de film. Un tournage de film, c'est jamais une situation normale, mais en plus là, il y a un créatif qui s'appelle Jean-Luc Godard et qui a jamais encore fait de film, et qui du coup croit qu'il peut tout réinventer, et ça va se heurter à la machine industrielle de la production. Et voilà, il a envie d'aller filmer les détails de ça. Il a envie de filmer Jean-Luc Godard qui écrit ses directives médias avec une écriture manuscrite. Il a envie d'écrire et de décrire comment, dans la scène où Belmondo et Jane Seberg sont dans une minuscule pièce, il faut contourner le lit, se coller le mur et presque toucher la caméra pour pouvoir passer. Ouais, je pense qu'il est sur des enjeux beaucoup plus physiques et triviaux que ce que voudrait quelqu'un qui cherche à faire un pastiche. Finalement, un pastiche, c'est une opération intellectuelle assez idéalisée, quoi. On est plutôt sur une démarche intellectuelle. Je crois qu'il n'a pas de démarche intellectuelle. Je crois qu'il a une démarche, comme finalement Jean-Luc Godard disait, je veux un documentaire de Jane Seberg et Belmondo qui tourne à bout de souffle. Lui, il veut faire le documentaire de Richard Linklater et son équipe qui font un film sur le tournage de À bout de souffle. Alors, ça peut paraître un peu méta comme ça, mais au final, c'est beaucoup plus sincère, je pense, que quelqu'un qui serait dans une marche de pastiche. Ouais, tu vois, moi, je crois que je maintiens mon terme de pastiche. Hein. C'est vraiment ça que je ressens devant le film. Et tu parlais du noir et blanc, mais il n'y a pas que le noir et blanc qui fait allusion à ça.
Il y a aussi le format, le look aussi de la pellicule. Comme je te disais, je sais pas s'ils ont tourné en pellicule ou s'ils ont reproduit comme ça le grain de l'image. À un moment donné, tu as même la brûlure de la pellicule là, pour indiquer le changement de bobine. Enfin voilà, c'est des détails qui sont quand même assez précis pour aller imiter le style formel de Godard. Ça va être dans la manière d'éclairer, mais ça se limite pas exclusivement au look, mais aussi au cadre et aux mouvements de caméra qui sont quand même très proches. On retrouve vraiment les plans détournés dans une ambiance un petit peu making-of. Mais si le terme de pastiche te dérange, je pense qu'on peut néanmoins plus parler de films maniéristes en fait. Moi j'ai l'impression que ce qui l'intéresse plus que tout, c'est de faire un exercice de style à la manière de... Je comprends que tu maintiennes le terme de pastiche ou que tu veux dire qu'il fait un film à la manière d'eux. Juste, moi, si je repense à tous les films de Linklater que j'ai vus, je crois pas que ça a été une seule fois quelque chose qui a pu l'intéresser. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une hypothèse qui me va pas. Après, j'entends que c'est ce que tu as ressenti et tu es tout à fait légitime à l'avoir reçu comme ça. Je suis peut-être un petit peu sévère, c'est vrai, mais le parti pris formel prend tellement de place dans le dispositif du film que peut-être ça m'a empêché de voir le reste. Et je te disais que le film est très bavard. J'ai l'impression qu'il veut tout mettre. Il veut mettre un peu toutes les citations de Godard comme dans un fourre-tout. Et je pense à cette phrase qui est assez connue sur le mouvement. Quand il dit le cinéma, c'est le mouvement, tu vois. Il trouve cette séquence pour insérer cette citation. Et derrière, encore une fois, ils vont la tourner en dérision, tu vois. Donc il y a cette idée de un peu désamorcer toutes ces certitudes qu'il peut avoir sur le cinéma. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, tout ce qu'il va tester, toutes les expérimentations comme ça qu'il met en place, finalement, il y a un côté très hasardeux, quoi. Moi, j'ai l'impression plutôt d'un enfant qui sait pas trop où il va. Les audaces formelles, elles sont plutôt le fruit d'accidents hasardeux, quoi. Mais bon, c'est peut-être ça que le film raconte, hein. Il y a la théorie, les grandes théories, et puis de l'autre côté, il y a la réalité du tournage qui emmène autre chose, qui vient nourrir un autre film, finalement. Donc ouais, c'est vrai, c'est pas inintéressant ce que tu dis sur le processus créatif qui vient se confronter à la machine industrielle. Plus j'y réfléchis et plus ça fait sens finalement. C'est vrai, t'as pas tort. C'est que justement, c'est en essayant de s'extraire de ce schéma industriel classique, académique, qui va arriver à trouver des espaces de liberté pour inventer en fait une nouvelle forme, un nouveau langage. Moi, je pense justement que c'est assez conscient de la part à la fois des scénaristes et du réal de venir confronter les grandes déclarations avec le côté un peu prosaïque du tournage et des tâtonnements et que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire peut-être qu'il a élaboré sa pensée aussi un peu en tâtonnant et que je pense aussi que l'art de la formule qu'il pouvait avoir lui permettait de se donner une contenance pour qu'on ait confiance en lui et que le tournage se fasse, qu'on se dise il y a pas de scénario mais il a l'air de savoir où il va. Et que c'est toutes ces contradictions-là qui sont intéressantes à voir. C'est-à-dire que ce processus créatif, c'est pas effectivement une méthode hyper rigoureuse, c'est en fait surtout s'autoriser tout un tas de libertés. Et après, il justifie ça comme il peut avec des aphorismes qui sont un peu tournés en ridicule. Donc, je pense que c'est intéressant de le voir comme étant il y a un mec qui a de grandes ambitions, mais finalement il n'a pas tant réfléchi à ce qu'il fallait faire. Donc il se dit tout ce qui me reste à faire plutôt que de paniquer, c'est de tester des choses, quitte à ce que ça rate, et puis on verra plus tard. Et pour convaincre autour son producteur, ses acteurs, ses techniciens, il va enrober ça dans une forme un peu de grand discours. Mais finalement, c'est une figure de bonimenteur, et je trouve ça assez intéressant de le voir comme ça, plutôt de le voir comme un grand génie. De se dire c'est un trickster, quoi. C'est quelqu'un qui vient foutre le bordel et qui vient t'embobiner. Donc mon clown snob, c'est Jean-Luc Bobard qui raconte des bobards. Et je pense que Jean-Luc Godard, peut-être il a commencé comme ça, quoi. Il y a un dicton en anglais qui est fake it until you make it. Fais semblant de savoir le faire jusqu'à ce que tu puisses le faire. Et peut-être que Godard, il s'est lancé dans le cinéma un peu comme ça. Et je trouve ça très cool aussi de se dire, plutôt que de penser que le cinéma, ça doit s'apprendre en école, de manière ultra
rigoureuse et qu'ensuite il y a une seule bonne façon de mener un tournage, de dire regardez, quand on expérimente, parfois ça rate, mais quand ça réussit, ça donne des trucs intéressants. Mais Godard, c'est vraiment ce personnage-là, comme tu dis, de trickster. C'est vraiment un petit peu le troll originel du cinéma français, quoi. Je te parlais de À bout de souffle comme un film de sale gosse. Ouais, je crois que c'est vraiment ce qui caractérise Godard, quoi. C'est cette ambiance sale gosse, le grand perturbateur iconoclaste. Mais de toute façon, ouais, c'est un film où je pense qu'il y a un gros coup d'entrée parce que finalement, c'est un film. Faut connaître un petit peu l'histoire de la nouvelle vague. Il faut connaître un petit peu les films de Godard. Il faut connaître les films de Linklater. Enfin, ça fait beaucoup de choses à avoir en tête pour pouvoir essayer d'apprécier le film. Donc c'est vrai que c'est en tout cas un film qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour partager un petit peu ce qu'il aurait à donner. C'est un film qui finalement est assez exigeant, sous ses airs de comédie un peu légère. Au final, c'est un film tellement référencé que c'est assez coûteux. Moi, j'avais eu un peu la même sensation que ce que tu décris par rapport à Once Upon a Time de Tarantino, où je m'étais dit non mais là, il fait une overdose de métatextuel, trop de références sur les références. Il fallait connaître l'histoire de Sharon Tate, il fallait connaître la série de meurtres qu'avait du coup perpétré Manson. Il fallait connaître le Hollywood de l'époque, reconnaître Bruce Lee, etc. pour commencer à jouer avec ses figurines comme Tarantino avait envie qu'on joue avec lui. Et d'ailleurs c'est un critique de cinéma dont le nom m'échappe là, que je vais essayer de retrouver après, mais qui disait Tarantino, il avait échangé avec lui, il disait Tarantino a un peu surestimé son public en faisant ce film Once Upon a Time in Hollywood, en se disant qu'il avait le background, il avait toutes les informations pour profiter des références, des clins d'œil, du jeu métatextuel à faire avec l'histoire, alors qu'en fait le film n'a pas ultra bien marché aux États-Unis et encore moins en Europe, contrairement aux deux films avant qui étaient Django et Inglourious Bastard, parce que là la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, les nazis ou l'esclavage, c'est un imaginaire qui était beaucoup plus partagé, qui est beaucoup plus de l'ordre de la pop culture, alors que Sharon Tate, ça l'était beaucoup moins. Alors que Tarantino, je pense que dans son esprit, c'était équivalent, quoi. Pour lui, Charles Manson est aussi connu que l'esclavage et les nazis. Et là, c'est un peu la même chose, je pense, pour Linklater. Il se dit peut-être, non mais Godard en France, ça doit être aussi connu que d'autres personnages de la pop culture. Et je pense qu'il a en partie raison, et c'est aussi ça qui me fait avoir du plaisir, moi personnellement, en voyant le film, c'est que je vois à quel point Jean-Luc Godard est devenu un personnage de pop culture, malgré le fait que c'est un personnage qui a plutôt associé une sorte d'intelligentsia intellectuelle. Mais voilà, ça fait déjà le deuxième film où on le caricature, et je pense que c'est assez juste de se dire qu'au-delà de ces films, c'est un personnage qui a tellement marché de manière médiatique qu'on peut le ressolliciter sous forme un petit peu métatextuelle, en disant voilà, on va jouer avec le personnage Jean-Luc Godard plus que véritablement la personne qu'il a été, qui est beaucoup plus complexe, mais à la fois par ses façons de parler en public, ses aphorismes, son côté assez snob. Moi, je disais à ma compagne que pour moi, quand j'imite Godard, c'est un peu le clown snob qui m'autorise à prendre de la distance avec les effets de mode. Et pour revenir justement sur Tarantino, il y a quand même une interview assez célèbre où il avait dit Tarantino, ce faquin, qui fait que c'est à la fois assez drôle et assez méchant en fait comme personnage à convoquer. Et pour moi, Linklater, il joue avec ça en pensant que le spectateur va pouvoir s'amuser avec lui de tout ça. La question, c'est voilà, est-ce que c'est vraiment un plaisir partagé, ou est-ce que finalement c'est un plaisir d'entre-soi? Moi, j'ai l'impression que toi, tu dis plutôt c'est un plaisir d'entre-soi. Et moi, je me sens inclus dedans, mais je comprends qu'on peut se sentir assez extérieur à tout ça. Pour revenir sur la petite phrase de Godard à Tarantino, c'est marrant parce que je sais pas si tu te souviens pourquoi il lui avait dit ça, mais parce que Tarantino lui a volé le bande à part là pour sa boîte de prod.
et, et sans jamais lui demander son avis ou quoi. Donc, tu vois, toujours dans cette dynamique de référence et de citation, etc. C'est marrant parce que, tu vois, dans le film de Linklater, c'est un petit peu sous-entendu que Godard a beaucoup pillé, tu vois, d'autres réals, d'autres artistes. Mais par ailleurs, il pouvait se montrer assez rancunier quand d'autres artistes vont faire pareil avec son œuvre. Oui, il y a une autre citation de Godard qui me parle toujours beaucoup. Donc Godard disait dans une interview par rapport à un extrait d'un film de Agnès Varda qu'il avait repris dans un de ses films sans demander à Agnès Varda l'autorisation. Il disait à l'occasion de la sortie de ce film, qui est, je crois, film socialisme, donc assez tardivement dans sa carrière, un auteur n'a pas de droit, il a que des devoirs. Et par rapport au fait qu'il était en train de faire une infraction au droit d'auteur, à la législation sur le droit d'auteur. Mais quand il développe un peu son propos, derrière la phrase un peu cash, un peu choc, c'est assez intéressant. Il disait, finalement, dans la recherche académique, on cite les travaux des uns et des autres en permanence, et en les citant, c'est pas juste de dire un tel a dit ça, mais on est tout de suite obligé de commenter, venir contredire ou soutenir le propos qu'on a cité. Et donc finalement, notre pensée va s'élaborer avec des fragments qu'on va collecter à droite et à gauche. Et parfois, l'innovation, c'est hybrider de choses qui existent déjà avant, c'est les fusionner, et en les fusionnant, ça crée une troisième chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc l'originalité, la créativité, c'est pas imaginer des choses à partir de rien. Et ça fait référence à une autre phrase beaucoup plus célèbre attribuée à Picasso, qui disait les mauvais artistes copient, les bons artistes volent, au sens où ils s'approprient des idées, ils s'approprient des formes qu'ils ont vues ailleurs et ils les réutilisent à leur manière. Et en ça, je pense que Godard, il est assez précurseur dans une vision du cinéma qui dialogue, en fait, et qui fait dialoguer les films les uns avec les autres, plutôt que de se dire l'auteur, c'est quelqu'un qui est inspiré par une sorte de muse immatérielle, et il invente un univers à lui ou à elle qui est complètement décorrélé du monde dans lequel il vit. Et c'est en ça que je pense que petit à petit, Godard, de plus en plus, il avait fait un cinéma politique, parce qu'il s'est dit, les images que je fais ou les images que je commente, j'en ai une responsabilité morale et politique, parce que je mets dans le monde des choses qui vont faire que des gens vont y réagir, vont s'approprier, vont l'utiliser pour faire avancer des idées. Et en ça, je pense que c'est un artiste qui progressivement est passé de petit malin, voire sale gosse, à artiste engagé, avec des prises de position assez avant-gardistes quand même, notamment sur la Palestine. Il y a un film où il dit, je crois, les Palestiniens sont dans le documentaire, les Israéliens vivent dans la fiction. Et c'est assez juste encore aujourd'hui par rapport à comment le conflit peut être traité des deux côtés, où en fait on a des gens qui filment au smartphone les bombes qui leur tombent dessus, et d'un autre côté on a le narratif du gouvernement israélien qui met les citoyens israéliens dans une forme de fiction. Je pense que Godard, dans À bout de souffle, il n'est pas encore assez mature pour articuler ses idées, mais il y a quand même tous les ingrédients qui vont permettre d'avancer dans sa réflexion, en gros, à quoi doit servir le cinéma, comment articuler sa pensée pour faire de nouvelles images, faire des images qui dialoguent avec des images existantes. Et Linklater, je pense que il est aussi un petit peu dans cette attitude-là quand il fait ce que toi t'appelles un pastiche, c'est-à-dire que peut-être toi tu le vois comme étant faire un hommage, ou un hommage un peu trop appuyé, ou faire référence, mais si tu le vois comme étant je veux me mettre en dialogue avec la cinématographie de Jean Godard par l'espèce de making-of fictionné de À bout de souffle, alors à ce moment-là, tous les films que j'ai pu faire un peu en mode cinéma guérilla, ils prennent une nouvelle signification. Et c'est en ça que je pense qu'on peut pas attribuer à Linklater l'intention qu'il aurait de faire un pastiche comme Le Redoutable de Hazanavicius. Le Redoutable, je vois plus l'intention d'en faire un pastiche, aussi parce que dans la filmographie de Hazanavicius, il y a beaucoup plus de pastiches. Le premier film de Hazanavicius, c'est La Classe américaine, qui est un film où du coup, un peu comme Godard, ça c'est drôle la conversation comme elle nous mène à des associations d'idées, mais un peu comme Godard, il va prendre des extraits de films qui ne lui appartiennent pas, il va en faire un montage, et par-dessus, il va changer les voix pour rendre le décalage complètement comique, avec des films très connus comme Les Hommes du Président. On a Robert Redford et Dustin Hoffman qui enquêtent sur l'affaire du Pentagone, du Watergate, Nixon qui aurait écouté dans la Maison Blanche des entretiens, alors qu'il
qu'il aurait pas dû et que c'était illégal. En fait, il va remplacer les voix et il va donner des dialogues iconiques comme Peter, on a encore bouché les toilettes. Voilà. Donc ça, c'est du pastiche et pourtant la méthode est la même, c'est-à-dire prendre des extraits de films, faire un film de montage comme aurait pu le faire Godard. Sauf que Godard, il va pas le faire pour faire un décalage comique, il va le faire pour avoir une réflexion un peu métatextuelle, comme dans le livre d'images, sur à quoi servent les images, comment les images elles nous impactent, comment elles nous manipulent aussi, et comment en manipulant les images, on peut retrouver du pouvoir d'agir sur tout ça. Je dis pas que Linklater il va avoir toute cette profondeur des discours dans ce film-là, Nouvelle Vague. Par contre, je pense ce qui l'intéresse, c'est un rapport métatextuel qui n'est pas celui du pastiche, donc de la moquerie, mais qui est plutôt celui du dialogue fécond entre deux œuvres, la sienne et celle de Godard. Là, tout ce que tu développes, ça me fait penser que je trouve finalement l'ambition de Hazanavicius beaucoup plus intéressante, même s'il s'inscrit dans le pastiche, comme tu l'as rappelé, alors que dans la démarche de Linklater, même s'il reprend, comme tu dirais, cette volonté d'aller dialoguer d'une manière métatextuelle avec l'œuvre de Godard, je trouve finalement que ça reste assez superficiel. Si c'est l'ambition qu'ils étaient donnée, moi j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant qu'il aille récupérer des images d'À bout de souffle et qui dialoguent vraiment avec ces images-là dans le film. Mais sinon, pour revenir à ce que tu développes là au début de ton vocal sur la manière dont Godard va récupérer des images préexistantes pour aller leur donner une nouvelle signification, pour dialoguer avec ce langage cinéma, moi ça me fait penser à une chose. Ça me rappelle ce que le hip-hop fait avec le sample. Cette manière d'aller récupérer une musique préexistante pour lui donner une nouvelle signification, finalement, c'est totalement ça. Et peut-être que Godard, c'est un petit peu le précurseur de ce nouveau procédé artistique. C'est-à-dire qu'en fait, il va presque inventer l'idée d'un sample visuel. C'est vraiment ce qu'il fait aussi dans son travail à la télé sur l'histoire du cinéma. Je ne sais plus comment ça s'est appelé, mais si on le regarde dans cette optique, je trouve que le fait que Godard soit devenu une icône pop, ça s'inscrit complètement dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'il devient à son tour une matière première cinématographique propice au détournement. Tu l'as rappelé, c'est le deuxième film là qu'on a avec un Godard qui est un petit peu convoqué à la manière d'une icône pop, du coup qui se concentre sur cette période de la Nouvelle Vague. C'est normal, hein, c'est un réalisateur emblématique de cette époque-là. Mais Godard, c'est pas uniquement ça. Tu l'as rappelé avec ses prises de position sur la Palestine. Je pense que Godard, c'est pas uniquement un réalisateur. Ça, c'est vraiment un aspect de son œuvre. Mais Godard, c'est aussi et surtout un intellectuel, presque un philosophe. Ça se ressent notamment dans ses interviews. C'est un punchliner de l'extrême. C'est une partie assez réjouissante de son personnage. Je pense qu'en fait, on n'a pas fini d'aller explorer le potentiel iconique de son personnage. J'ai hâte de voir des versions plus âgées. Donc, je sais pas, là, je me tourne vers toi. Tu l'as dit, t'as toi-même fait un espèce de pastiche de Alphaville. Donc, je sais pas, moi, j'attends de voir une version là un peu plus âgée de Godard convoquée dans une de tes prochaines œuvres. Quand je dis que déjà dans À bout de souffle, il y a tous les ingrédients qui vont rendre le cinéma de Godard plus politique, je parle en fait du fait que déjà À bout de souffle est un film qui cite d'autres films, qui s'inscrit comme étant, pour le coup, une sorte de pastiche du film noir, avec cette figure récurrente de Bogart, donc Bogart, acteur célèbre de film noir, où du coup Godard va demander à Belmondo puis à Jan Seberg de lui faire un Bogart, qui serait donc une sorte de geste un peu qui imiterait un tic de Bogart. Et en citant ces films, aussi en filmant des affiches, parce que dans À bout de souffle, il y a des plans sur des affiches de films au cinéma. En fait, il s'inscrit dans une culture pop de l'époque, mais pour la prendre un peu à rebrousse-poil, en disant pour faire un film, il faut une femme et un flingue. C'est à la fois
un peu ridicule, et en même temps, c'est un commentaire aussi sur ce que les gens attendent du cinéma à cette époque. Et lui, en partant de cette attente, il essayait d'en faire autre chose. Il essayait de malaxer un petit peu cette attente et ses codes pour en faire autre chose. Donc à l'époque, il est peut-être lui-même, Godard, encore dans une posture maniériste, comme tu dis. C'est-à-dire, on joue avec les codes, on essaye de faire un film métatextuel, mais presque référencé, quoi, comme peut faire Tarantino. Et puis progressivement, je pense que ça va l'amener à une réflexion sur la responsabilité des images qu'on produit et des images auxquelles on répond, et donc qu'on légitime. Et c'est en ça qu'il y a un peu les ingrédients d'un cinéma politique dès À bout de souffle, même si À bout de souffle n'est pas en soi un film politique. Là où je vois qu'il y a un raté, il y a presque un hiatus, un décalage entre À bout de souffle et Nouvelle Vague de Linklater, c'est que À bout de souffle, c'est un film qui, sans réellement théoriser ou conscientiser la question de la jeunesse, juste par ses ingrédients, parce que les acteurs sont jeunes, parce que Godard est jeune, parce qu'il est entouré d'une bande de jeunes, même Raoul Coutard, qui est peut-être le plus âgé, pas très âgé, je pense qu'il a même pas 40 ans, donc le chef opérateur de À bout de souffle. Du coup, il y a une énergie qui se dégage du film, de rébellion associée à la jeunesse, qui, en 1960, parle en fait à toute une génération qui est en plus celle du baby boom. Donc du coup, progressivement, on va avoir mai 68 en fait qui se préfigure, quoi. Donc entre 60 et 68, il y a 8 ans, mais peut-être d'une certaine manière, À bout de souffle, c'est l'énergie primordiale qui capte l'air du temps et qui donnera une manifestation politique 8 ans plus tard. Là où Nouvelle Vague, c'est un film de vieux, c'est un film scénarisé par des gens très âgés qui, pour certains, ont connu Godard. Linklater lui-même est très âgé. Sûrement que les techniciens qui l'entourent sont dans la quarantaine, cinquantaine. Donc à part les comédiens, en fait, c'est un film, une bande de vieux. Et je me suis dit, voilà, le film il a un tempo qui m'ennuie parce que il devait pas capter comme ça la langue française. Mais une autre hypothèse, c'est un film qui m'ennuie parce que c'est un film de vieux, en fait. Là où Everybody Wants Some, il y avait une énergie de jeune. Donc je sais pas, voilà, si le fait qu'il y a peut-être eu 15 ou 20 ans entre les deux films, Linklater il est fatigué, il n'arrive pas à retrouver cette énergie de jeune. Mais en tout cas, le décalage est assez flagrant et ça rend la comparaison pas très flatteuse, parce que quand tu vois Nouvelle Vague aujourd'hui, t'as l'impression un peu de naphtaline, alors que quand tu revois À bout de souffle, t'as l'impression d'un café un peu serré. Donc je dirais que c'est en ça que peut-être c'est bizarre de voir Nouvelle Vague aujourd'hui, parce que c'est un film qui est à la fois dans son époque, donc en gros un film de baby boomers qui sont devenus vieux. Ouais, je trouve que c'est exactement ça. Nouvelle Vague, c'est vraiment un film de vieux. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal avec le parti pris esthétique qui vient singer un petit peu la représentation formelle de À bout de souffle. Parce que j'ai l'impression que Linklater est fasciné et essaye de glamouriser cette époque, alors que l'ambition de Godard, comme tu l'as dit, lui, c'est de dynamiter cette époque. Il y a cette préfiguration de mai 68, ça, tu as parfaitement raison. Il faut rappeler que c'est une jeunesse qui veut se libérer en fait des carcans de cette époque qu'elle trouve bien trop corsetée. A contrario, moi j'ai l'impression que là, Linklater, il est complètement fasciné par un fantasme d'une époque en fait qui n'existe pas vraiment et qu'on a idéalisé, alors qu'au même moment, la jeunesse cherche à mettre fin à cette société-là. Et puis bon, À bout de souffle, c'est vrai qu'il est tourné en noir et blanc. Donc on reprend cette esthétique-là, mais pour moi, c'est pas du tout le noir et blanc qui vient caractériser un petit peu l'œuvre de Godard. Au contraire, tu vois, moi quand je pense à Godard, je pense à la couleur. Je pense à des couleurs très pop, tu vois, comme dans Pierrot le Fou, par exemple. Donc tout ça fait que pour moi, il y a vraiment un non-sens avec ce film. Et ouais, moi quand je l'ai vu, j'étais dans une salle où il y avait beaucoup de personnes âgées, vraisemblablement qui ont un petit peu connu cette époque, et j'ai l'impression qu'il y avait une connivence un petit peu dans une forme de nostalgie. Donc on revient à ce qu'on disait sur cette ambiance un peu film de club privé, tu vois. Ça fait plaisir à cette génération, ça fait plaisir à des wannabe cinéastes, cinéphiles, mais je crois que en vrai c'est pas hyper intéressant dans ce que ça raconte. Et puis même d'un point de vue général, moi j'ai un peu du mal avec cette idéalisation. Tu parlais de l'ambiance colonie de vacances sur le tournage. Moi j'ai du mal à croire vraiment à cette vision, puisque
de ce que j'ai pu voir ou lire sur Godard, je crois que quand même c'était pas une personne très très sympathique. Il me semble que j'avais vu un extrait d'un passage d'un making of où on voyait Godard qui parlait vraiment mal à ses équipes techniques ou je sais pas si c'était à son chef opérateur ou un mec de l'image, mais tu vois, je crois qu'il y avait vraiment cette posture là, tu sais, de génie qui va se permettre un peu tout, une posture d'artiste surplombant en fait, qui a permis et excusé tous les mauvais comportements qu'on connaît aujourd'hui, tu vois, dans le cinéma. Il a quand même incarné un petit peu cette posture. Ouais, je vais essayer de préciser un petit peu mon propos parce que je parle de choses sans vraiment les nommer. En fait, je dis pas que Godard était un agresseur, mais par contre, je pense qu'il a contribué à asseoir cette position du réalisateur tout-puissant qui va se permettre des comportements toxiques en prétextant une nécessité artistique. Mais derrière, je pense à des mecs comme Benoît Jacquot, accusé d'emprise et de viol par Judith Godrèche. Mais je pense aussi à Philippe Garrel, lui aussi accusé d'agression sexuelle et qui, pour le coup, se revendique totalement de l'héritage de Godard. Et en fait, je pense que Godard a contribué en fait à construire ce système de prédation. C'est pour ça qu'en fait, j'ai du mal à me réjouir totalement devant cette reconstitution qui me paraît un petit peu factice et surtout un petit peu lisse. En fait, le film nous présente les comportements de Godard comme loufoques. Il vient jamais les questionner. Là où, en fait, on peut peut-être y voir les prémices de ce système de manipulation. Je suis d'accord avec toi sur Godard comme précurseur de la figure du réalisateur tout-puissant qui maltraite ses équipes et notamment ses actrices. Mais c'est un peu montré dans le film quand même parce qu'il y a plusieurs scènes où Jean Seberg elle souffre de la façon dont Godard l'a fait travailler et elle s'en plaint à son compagnon. Enfin voilà, Godard est pas dans la scène, tu vois, genre elle est juste avec son compagnon et c'est quand même assez appuyé sur le fait qu'elle souffre de ce traitement et de cette façon de travailler. On a l'impression qu'elle a aucune valeur ajoutée au travail en cours et que elle sait même plus à quoi sert son rôle, qui est un peu traité comme une potiche. Donc je pense que le film reconnaît ce traitement assez peu flatteur des actrices à l'époque et par Godard lui-même. Et puis après, Godard, il a eu une relation, je crois, assez conflictuelle avec d'autres actrices avec qui il est sorti, comme Anna Karina. Ou pareil, c'est un rapport de domination qui, je pense, aujourd'hui est critiqué à juste titre, de dire tu fais jouer une actrice et puis après tu sors avec elle, tu la maries ou tu lui fais des enfants. Bon, c'est pas forcément souhaitable, je pense, aujourd'hui avec notre meilleure compréhension des rapports de domination au travail et a fortiori dans un travail artistique comme un tournage. Donc tu as tout à fait raison. Je pense à ce livre récent, cet essai sur la politique de l'auteur comme étant un terreau fertile aux agresseurs qui suivront, en disant c'est pas vraiment les auteurs et critiques de cinéma des années 60 qui étaient eux-mêmes des agresseurs. Par contre, ils ont créé un univers de référence permettant en fait ensuite dans les années 80-90 à des agresseurs comme Jacquot et Doyon de pouvoir exercer sans être inquiétés grâce à cette espèce d'aura qui effectivement trouve son origine peut-être dans Jean-Luc Godard. Voilà, donc je te rejoins complètement sur ce point. C'est un peu traité par le film, mais ça aurait pu l'être davantage. Ouais, c'est un poil traité par le film, mais ça reste vraiment léger. C'est-à-dire que les scènes que tu me décris là, effectivement, elles semblent un petit peu agacées par ce tournage, par les méthodes employées par Godard. Mais c'est plus parce qu'elle comprend pas son personnage, elle comprend pas ce qu'elle fait dans le récit, mais je crois pas qu'elle remette vraiment en question la manière dont Godard essaye un petit peu de la manipuler. C'est juste parce qu'elle voit pas où Godard essaye d'aller. Son désaccord, il se situe plus à un niveau intellectuel, à un niveau artistique, mais pas tellement sur un point de vue moral. Donc en fait, cette remise en question de la part de Linklater, elle est vraiment légère, quoi, tu vois. C'est presque le minimum syndical et c'est en filigrane.
Bon, je pense qu'on a quand même pas mal discuté du film, de la carrière de Godard, de Linklater, des corrélations qu'on peut tirer entre les deux. Donc moi je dirais, il est temps de conclure. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, en conclusion, moi je dirais que malgré ses qualités qui le rendent très sympathique et plaisant, le film reste néanmoins assez consensuel et convenu. Donc pour moi, ça suffit pas à le rendre pertinent. Je pense même qu'il est parfois en totale opposition avec ce qu'a pu être La Nouvelle Vague ou À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Pour moi, ça restera vraiment un film anecdotique qui m'ennuie très vite et que je pense j'aurais oublié dans très peu de temps. Ça m'a passionné de t'entendre parler de Godard et de son cinéma, mais c'est parce que c'est ton analyse sur l'œuvre de Godard qui m'intéresse, pas la vision de Godard à travers le regard de Linklater. Tout au long du film, moi je me disais, mais j'ai envie de revoir À bout de souffle, j'ai envie de revoir des films de La Nouvelle Vague, et je me dis que si le film a cette vertu, bon bah c'est déjà ça. Oui, je comprends complètement ton émotion et tes idées après notre conversation. Moi, j'avais envie qu'on parle du film Nouvelle Vague pour tout ça, pour pouvoir reparler de Godard, de cette époque, aussi un peu de l'aspect cinéma guérilla que tu as pu pratiquer, que j'ai pu pratiquer aussi de notre côté respectivement et ensemble aussi, pour avoir fait quelques films ensemble. Et puis aussi pour parler quand même de la filmographie de Linklater, qui est un réalisateur que j'apprécie pas mal pour ses deux veines naturalistes et formaliste. Après, c'est vrai, voilà, le film est vraiment pas un chef-d'œuvre, c'est même plutôt un film oubliable. Mais malgré tout, bah, j'ai quand même cette sympathie pour le personnage Jean-Luc Godard, comme je disais, ce clown snob qui est devenu presque un personnage de la pop culture et qu'on a envie de voir décliner comme une figurine Marvel presque. Donc il y a le Marvel Cinematic Universe, il pourrait y avoir le Godard Cinematic Universe, qui ne serait pas les films de Jean-Luc Godard, mais les films avec Jean-Luc Godard. Et je pense que moi, ça me fait plaisir de voir ce personnage traité à l'écran sous différentes facettes. Donc voilà, là, c'était plutôt sur une facette élogieuse. Comme tu l'avais dit, Hazanavicius, il a traité une facette plutôt moqueuse. Et je pense que voilà, le personnage, il est assez riche pour pouvoir se l'approprier de plein de manières qu'il soit. Donc, bah, moi, j'étais content de notre conversation et je suis d'accord avec toi que c'est pas un super film, mais c'est quand même un film plaisant pour tout un tas de raisons qu'on a pu évoquer. Et j'inviterai quand même les gens à aller le voir et à se demander comme ça quel est leur rapport à leur Godard intérieur. Allez, à bientôt pour un prochain film sur lequel on ne sera pas d'accord. Attends Thomas, il y a un truc qu'on n'a pas dit aux gens qui nous écoutent et qui aiment ce format de podcast, c'est qu'ils peuvent nous aider s'ils le souhaitent en faisant une chose très simple et gratuite, c'est d'aller laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Bon, essayez de laisser une note entre 4 et 5. Si vous avez envie de laisser un 1, bon, ben, je pense que là, c'est pas la peine. Vous pouvez continuer à ne pas nous aider. Puis vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification, puisque bon, on publie environ un épisode, voire parfois 2 si notre agenda nous le permet par mois. Mais bon, c'est toujours de manière un petit peu aléatoire. On n'est pas vraiment très fixé sur le rendez-vous. Donc comme ça, vous pouvez être alerté à chaque fois qu'un épisode sort. Puis bien entendu, rejoignez-nous aussi sur Instagram. On y publie tout un tas de conneries. Puis on va essayer de poster aussi régulièrement là-dessus des tops, des trucs comme ça. Là, on vient d'en poster un sur le top 10 des films qui parlent de nous, qui parlent un petit peu de notre cinéphilie intime. Donc voilà, vous pouvez venir y jeter un œil. Et puis, parlez de ce podcast autour de vous. Envoyez-le à la personne avec laquelle vous aimez discuter de cinéma, que ce soit votre ami d'enfance, votre collègue de bureau. Envoyez le podcast à votre bro de cinéma et à votre sista de cinéma. Et oui, tout à fait. C'est vrai qu'on oublie, on se croit seul, mais en fait, on est écouté. Petite pensée pour tous ces amis qui sont loin les uns des autres géographiquement, mais que le cinéma réunit
Je pense que ce podcast est fait pour vous. Donc si vous aussi, vous avez un ami, une amie qui est loin ou que vous ne voyez pas assez à cause de juste la vie, le boulot, la famille, eh ben envoyez-lui ou à elle ce podcast pour qu'il puisse se sentir un petit peu plus proche de vous. Et puis c'est aussi voilà l'excuse de parler des films que vous avez vus ou que vous avez envie de voir. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast à tous vos amis avec qui vous aimez discuter cinéma. Et si vous n'aimez pas les podcasts, si vous n'aimez pas le cinéma, allez vous faire foutre.